Donc ici, on va voir une vidéo concernant donc les impédances, hein, les impédances. Et donc d'office, les impédances c'est en régime, on va dire en régime alternatif, sinusoïdal. Bon, donc ici, qu'est-ce qu'on a vu la vidéo précédente pour faire une analogie avec ce qui était précédemment. Précédemment, donc on avait vu un le générateur de force électromotrice E, dans le cas idéal, euh, qui était sans résistance, bien sûr, on avait commutateur, hein, le commutateur à loquet, qui mettait en service ou hors service le circuit, euh, le circuit, le circuit. Le circuit, bien sûr, est constitué de quoi? Ben, d'un récepteur, qui est une résistance ici, une résistance extérieure. Hein, voilà, on a une résistance extérieure. Hein, si j'appelle le point A, B, tout ce qui est au-delà de AB, on appelle ça une résistance extérieure. Ou résistance de charge. Hein, on peut appeler ça résistance de charge. Voilà. Alors que là, donc ça, c'est le consommateur. Hein, on peut l'appeler aussi consommateur. Ou encore le consommateur, la résistance de charge, la résistance extérieure, la résistance. Euh, ici, on peut appeler ça. Donc, consommateur, c'est un mot en heure. Ici, on retrouve le commutateur. Commutateur, hein, que je vais appeler S pour switch. Et là, bien sûr, vous retrouvez le générateur idéal. Maintenant, en pratique, on ne trouve pas des générateurs idéal, on retrouve des générateurs avec résistance interne. Donc voilà. Et là, il faut une force électromotrice, je veux dire, polarisée, plus-moins, donc avec du courant continu, DC. Je veux dire, DC, c'est le direct current, qui est du courant continu CC. Voilà. Donc ici, comment mettre en service? Ben, on a un loquet ici au niveau du commutateur, on ferme et il vient se bloquer, et on a deux états stables qui est l'état en service ou l'état hors service si je réappuie sur le bouton pour qu'il revienne à sa position initiale. Voilà. Mais ici, j'étais en train de chercher, donc il y a le générateur, le consommateur ou la résistance de charge, mais il y a un autre nom, enfin, j'ai retrouvé le nom, enfin, c'est pas grave. Donc on a le consommateur ou la résistance de charge. Voilà. Mais attention que cette résistance de charge, ça peut être un circuit, je veux dire, euh, qui n'est pas simple, hein, compliqué, qui est constitué de plusieurs résistances, hein, euh, montées, je veux dire, avec des couplages, différents types de couplages, séries parallèles. Et à ça, on peut retrouver, bien sûr, de l'étoile ou des triangles, de l'étoile ou des triangles. Donc, vous voyez, on peut retrouver ce qu'on appelle euh, euh, voilà, de triangle ou de l'étoile. Et donc, faire des transformations étoile-triangle pour revenir à des couplages parallèles aux séries en fonction du contexte de l'architecture qu'on a en place. Voilà. Voilà, ça, c'était un cas de figure de circuit qui n'est pas très, très complexe, mais là, on voyait que la résistance de charge peut se ramener à toutes ces résistances-ci, en fait. Voilà, toutes ces résistances-ci peuvent être ramenées. Comment? En faisant les différents types de couplage série parallèle pour obtenir une résistance équivalente qui est la résistance de charge. Voilà. Donc ici, et on peut en dire de même. Donc la résistance de charge peut être constituée de tout un ensemble complexe et ramenée à une seule résistance équivalente comme ceci. Voilà, le consommateur, ce sera dire la résistance de charge. Donc ici, on a le commutateur. Tout ce qui est à droite, c'est le consommateur ou le récepteur. Et tout ce qui est à gauche, mais dans cette partie-là, c'est le générateur. Et généralement, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? On avait vu que ceci étant dit, on a vu que le circuit peut se ramener à un cas idéal sans résistance interne. Et donc là, on a E égale U. Hein, ouais, parce que si je ferme le circuit, j'ai un courant qui va circuler, hein, que je vais appeler grand I. Il va circuler dans le circuit, du moins vers le plus ici, à l'intérieur du générateur, mais du plus vers le moins à l'extérieur du générateur, donc dans le récepteur, la convention récepteur va circuler de plus en moins. Donc en fait, le courant va circuler à travers une maille comme ça, quand on a bloqué le circuit pour avoir un circuit, on va dire, fermé.
un circuit fermé. Le courant va circuler, je veux dire, pour revenir à la source. Donc du pôle positif, le courant va revenir au pôle négatif. Alors on maintient toujours une tension constante, je veux dire, aux bornes de la résistance de charge au travers d'une force électromotrice constante. Voilà. Et donc là on a E égale U pour ce qu'on appelle un générateur de tension continue idéal. Voilà, pour l'idéal. Mais on a E moins ZRI est égal à U pour le générateur de tension continue, je veux dire, qui est réel, c'est-à-dire un cas pratique. En cas pratique, généralement, on a toujours une résistance interne due à la fabrication. La fabrication va générer toujours une résistance interne. Voilà. Donc on a ici les grandeurs continues, c'est toujours des majuscules. E pour force électromotrice, U pour tension, I pour courant. Voilà. Alors maintenant, on peut avoir aussi, ce qu'on peut avoir, c'est plusieurs forces électromotrices. Voilà. Et donc si on a plusieurs forces électromotrices, je peux avoir ceci, une résistance interne avec une force électromotrice comme ceci, une autre résistance interne avec une autre force électromotrice comme ceci. Voilà. Et alors on a des couplages de soit de séries parallèles, hein, ou couplage mixte, hein, je veux dire de générateurs. Voilà. Voilà. Ici j'ai un couplage mixte et tout ceci peut se ramener à un seul générateur qui est le générateur équivalent. Donc un circuit composé de plusieurs générateurs peut être ramené à un seul générateur. Un circuit composé de plusieurs résistances peut être ramené à une seule résistance et on peut ramener à avoir le générateur équivalent avec la force électromotrice équivalente totale et la résistance équivalente totale et bien sûr résistance interne équivalente totale et la résistance équivalente totale ici. Voilà, du circuit composé de plusieurs, je veux dire, résistances. Voilà, mais ça c'est du déjà vu, hein. Tout ça c'est du déjà vu. Maintenant, ça c'est le régime continu, c'est toute une science. Dans le régime continu, on peut apporter toutes sortes d'aspects scientifiques concernant bien sûr l'électricité, l'électrostatique et l'électricité, concernant, je veux dire, le courant continu. Ouais, j'ai oublié quelque chose là-dedans. J'ai oublié quelque chose, c'est quoi? C'est qu'en fait, bon, vous savez que ici la force électromotrice idéale, elle est comme ça, mais la réelle, elle est comme ceci. Voilà. Mais qu'à un moment donné, bon, la réelle, à un moment donné, si on continue d'aller un peu trop loin, on aura le courant de court-circuit ici. Le courant de court-circuit, il vaut quoi? Il vaut E sur R. C'est-à-dire que si la résistance, elle est petite, si on a une petite résistance, hein, dire le courant de court-circuit sera très, très grand. Hein. Très grand. Le courant de court-circuit sera très grand. Et donc, pour éviter d'avoir un très grand courant de court-circuit, on met des protections. Et donc, généralement, des protections par fusible, par disjoncteur magnétothermique, etc., dans les circuits électriques en AC, dans les habitations, etc. Donc, on peut mettre des fusibles. Si on est en régime continu, on peut mettre des fusibles. Voilà, on met des fusibles en régime continu. Voilà, je vais mettre des fusibles pour la protection d'eau. De quoi est constitué un circuit électrique? Un circuit électrique est constitué principalement d'une résistance de charge, hein, qui est le récepteur. Il est constitué d'un ou deux récepteurs. Voilà, mais on peut avoir un récepteur équivalent. On peut avoir un commutateur et un circuit de protection par fusible. Et enfin, d'abord et avant tout, le générateur pour finir la force électromotrice nécessaire pour alimenter la charge. Voilà. Et ça, ce sera une protection au cas où il y aura dire, un problème de court-circuit. À ce moment-là, les fusibles vont entrer en action. Voilà. Bon, alors, ceci étant dit, ça c'est le régime continu. Mais on peut établir le même raisonnement pour le régime alternatif. Pour le régime alternatif, donc si je repars du régime continu, le régime continu c'est la force électromotrice E, I pour le courant et U pour la tension. Donc en fait, on a bien des grandeurs majuscules. Alors qu'en courant alternatif, ce sont des grandeurs minuscules. On a E de T, I de T et U de T. Voilà. Et le régime continu, c'est une tension constante qu'on applique en fonction du temps. Hein. Voilà, on a toujours une fonction, une tension, une force électromotrice constante en fonction du temps. Voilà. Et que en régime alternatif, c'est la science du courant
sinusoïdale. Bon, donc on peut avoir E de t qui est comme ceci, I de t qui est comme ceci, et U de t qui est comme ceci. Voilà. C'est des fonctions du temps, ce sont des fonctions purement sinusoïdales. Donc on a que des sinusoïdes là-dedans, et donc ce sont des lettres minuscules, contrairement ici, ce sont des lettres majuscules. Alors, je vois parfois dans certains, voilà, il y a certains endroits, ils mettent des lettres majuscules pour des valeurs alternatives. C'est pas bon, hein, c'est complètement faux. Voilà, c'est complètement faux parce qu'en fait, il faut garder par convention que quand on met des grandes majuscules, ce sont des valeurs continues, des minuscules. Minuscules, c'est déjà des petites lettres. Hein. On ne dit pas des petites minuscules, on dit des minuscules. Minus, c'est déjà petit, minuscule. Alors que majuscule, c'est déjà majuscule, c'est déjà grand. Donc en fait, là, les majuscules, c'est pour les courants continus et les minuscules pour un courant alternatif. Donc ça, c'est pour le DC, Direct Current, ou le CC, courant continu. Et là, c'est pour la C ou Alternative Current ou AC. Courant alternatif CA. Courant alternatif CA ou Alternative Current en anglais. En anglais. Et DC, c'est en anglais. Voilà. Bon, alors ici, il faut savoir que, comme on a dit, c'est du sinusoïdal. Si je prends la force électromotrice E de t, qui est sinusoïdale, ben, c'est une fonction du temps qui est variable. Et ça, c'est vraiment une pure sinusoïde. On a E max sinus oméga t plus phi. Voilà. Vous voyez que ici, je peux mettre en majuscule. Pourquoi? Parce qu'en fait, le E max, c'est une valeur constante. Hein. Bon, on va dire, comme c'est constant, c'est une valeur qui ne bouge pas. Donc, comme elle ne bouge pas, je mets en majuscule. Voilà. Alors, oméga, c'est quoi? Oméga, c'est égal à 2pi fois la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Et phi, c'est la phase initiale. Voilà, c'est la phase. Bon, il n'est pas obligé de partir, la sinusoïde n'est pas obligée de démarrer en zéro. Elle peut démarrer, je veux dire, un peu plus loin qu'à un temps bien déterminé. Elle peut partir plus loin à un temps, par exemple, déterminé qui n'est pas t égale 0. Voilà. Donc, oméga, c'est 2pi fois la fréquence. F, voilà. Qu'est-ce que c'est que la fréquence? Bon, il faut savoir qu'une fonction périodique, bon, si on peut casser une bribe n'importe où, hein, si je la casse ici, mais sa période, bon, je vais retrouver sa période ici. Voilà. C'est-à-dire que pour une fonction f de t, ben, je peux retrouver sa valeur ici, cette valeur-là, je peux le retrouver où? Mais à f de t plus n fois t. Donc, tous les n de t, je peux retrouver cette valeur f de t. En fait, c'est ce que ça veut dire. Ça, quel que soit t. Et bien sûr, t est une constante. Hein. N est un nombre entier. Hein. Une fois, deux fois la période, trois fois la période, quatre fois la période, 0 fois la période. Hein. Attention que n appartient à z. Hein. Voilà. C'est peut-être un nombre négatif. Moi, une fois la période, on peut aller de l'autre côté aussi. Par rapport à un axe, on peut aller soit dans les positifs ou négatifs. Bon, hein, si j'obtiens la valeur de y tous les... Si je prends une ligne, que je coupe comme ça une ligne, ben, cette valeur y, je vais les retrouver toutes les, à un nombre de fois la période. Voilà. Donc à un x, je vais le retrouver là à un x. Donc ici c'est le temps. Un temps. Voilà, le y, hein, si je parle en x, y en termes mathématiques, ben je trouverai le y qui seront égaux à tous des x, je veux dire, qui répondent à une congruence. Une congruence, c'est-à-dire les x seront les mêmes, enfin les y seront les mêmes pour des x, on va dire, dans des intervalles constants, on va dire, des intervalles constants, qui est un nombre de fois la période. Donc, cette valeur-ci, je peux le retrouver ici, là, là, encore, et une infinité de fois, en négatif, mais aussi bien en positif. Hein. Voilà. Bon, donc ici, quand on sait que le signal est périodique, bon, un signal périodique comme ceci, supposons que la période, elle va de là à là, ça c'est la période,
Voilà. Supposons que les signal provenant d'une centrale, 50 Hz. 50 Hz, ça c'est la fréquence. La fréquence de 50 Hz, fréquence réseau. Bien sûr, c'est la fréquence réseau en Europe parce qu'aux États-Unis, la fréquence est de 60 Hz. Voilà. Donc il y a des appareils qui ne fonctionneront pas, je veux dire, qui fonctionnent pour les 50 mais pas pour les 60. Je pense à des rasoirs électriques bon, qui peuvent fonctionner qu'en 50 et en 60, vous allez mettre le rasoir, il ne fonctionnera pas en 60. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc la période, c'est quoi? C'est l'inverse de la fréquence. Donc ici, on peut avoir 1 sur F. Et 50 Hz, 1 sur 50, 1 sur 50, c'est un cinquantième. Voilà, un cinquantième. Donc un cinquantième, c'est en fait, c'est 100. 1 divisé par 50, il y va 0 fois. 0 fois 50, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Je redescends à 0, il y va dans 10 fois, il y va 0 fois. Hein, 0 fois 50, ça fait, voilà, 10, je redescends à 0, dans 100, il y va 2 fois. Donc, c'est 0,02 secondes. Voilà, c'est 0,02 secondes. Hein, voilà. Et 0,02 secondes, c'est égal à 0,020 millième de seconde. Ce qui fait 20 millisecondes. Voilà. Alors, 50 Hz, il faut savoir par cœur que le 50 Hz, c'est 20 millisecondes. J'ai fait un petit calcul ici, bon, mais sinon, ça doit être du connu, hein, ça, l'archi connu. 50 Hz, c'est 20 millisecondes. Hein. Si vous regardez à l'oscilloscope, 50 Hz, c'est évident, c'est 20 millisecondes. Hein. Il ne faut pas aller regarder les divisions de l'oscilloscope. Les divisions, c'est ce qu'on a des divisions comme ceci, de l'oscilloscope pour avoir des lectures en, je veux dire, de tension et de fréquence. Hein. Donc, ça ne sert à rien de regarder, si vous mettez de 50 Hz, vous n'allez pas calculer le nombre de divisions que ça aura pour avoir une période, parce que 50 Hz, si vous allez alimenter en 50, si vous avez une charge en 50 Hz, c'est d'office 20 millisecondes. Hein. Il n'y a rien à calculer, n'allez pas voir, peut-être que vous pouvez aller vérifier, mais bon, dire tout au plus, mais il faut savoir que 50 Hz, c'est 20 millisecondes, il faut le savoir par cœur en fait. Voilà. Donc ici, la grandeur E de t, bon, c'est une valeur maximale. Comme I de t, c'est une valeur maximale en courant, max, et comment est-ce qu'on appelle ça? U de t, c'est une valeur maximale en tension, U max. Voilà. Et chaque fois, bien sûr, multiplié par des sinusoïdes à chaque fois, ou des cosinusoïdes, parce que sinusoïdes et cosinusoïdes, c'est les mêmes fonctions trigonométriques, si ce n'est qu'il y a un décalage de pi demi, ça c'est pas un problème, ça, hein. Ça ne pose pas un problème. Bon, c'est juste un problème d'axe, mais bon, c'est un décalage, mais ça ne pose pas un problème. Si je peux tout faire avec toutes des cosinus, comme je peux tout faire avec toutes des sinus. Mais commencer à mélanger les sinus, cosinus, ça ne va pas aller. Hein. Dire, non. Soit vous jouez qu'avec des cosinus, soit vous jouez avec que des sinus. Hein. Si vous voulez revenir en sinus, il y a un décalage de pi demi, on s'en fout parce que tout sera décalé de pi demi, tout. Mais maintenant, on n'allait pas jouer avec des sinus, cosinus. Bon, là ça va pas. C'est soit vous jouez avec tous les sinus, à la base, vous dites que le signal est sinusoïdal, ou soit le signal est cosinusoïdal. Si vous choisissez que le signal est sinusoïdal, bon, tous les signaux seront sinusoïdaux. Si vous choisissez que le signal est cosinusoïdal, il faut adopter c'est vrai que tous les signaux seront de type cosinusoïdaux. Sinon, à ce moment, vous faites un amalgame et vous faites des mélanges et il y aura des déphasages. Vous incorporez des déphasages qui ne sont pas bons. Ça veut dire que ici, vous remettez si vous prenez le sinusoïde, vous prenez un axe. La sinusoïde commence en t égale 0 ici, voilà. Donc, ça veut dire que tous les signaux vont démarrer à partir auront une référence par rapport à l'origine ici. Voilà. Mais maintenant, si vous prenez une cosinusoïde, bon, la référence n'est plus la même, elle est décalée de pi demi. Voilà. Et tous les signaux seront décalés de pi demi, donc tous les signaux entre eux seront décalés de pi demi, il n'y a aucun souci. Voilà. Maintenant, si vous jouez avec un sinus et puis vous remettez un cosinus pour un autre signal, là, vous créez un déphasage, je veux dire, qui n'est pas bon. Hein. Voilà. Et alors ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura oméga t. Oméga, c'est 2 pi fois la fréquence. Hein, ce qu'on appelle la pulsation, plus la phase initiale, là où démarre le signal. Voilà. L'origine du signal démarrera ici, voilà, en phi par rapport à un axe de référence, bien sûr. Et là, on aura oméga t aussi, plus un certain phi 1, phi 2 et oméga t.
plus c'est une certaine phase, bon ça dépend. Et si les trois phases ici démarrent à l'origine, ben on aura oméga T tout simplement. Hein, voilà, on aura ceci. Voilà. Faut pas se compliquer la vie. Bon, s'ils démarrent tous les trois, voilà. Mais c'est un peu, en vérité, c'est pas ce qui va se passer. On aura des déphasages dus justement aux composants qui vont s'incorporer. Voilà. Alors maintenant, les composants. Bon, sachez qu'en courant continu, on peut jouer soit avec une résistance, un condensateur ou une self. Donc condensateur, c'est self ou résistance dans les circuits. Je veux dire, un courant, voilà, on peut jouer avec ces composants là, principaux composants en continu. En continu. Et en alternatif, ben, ici, je peux jouer avec une résistance, un condensateur, une self, mais les effets ne sont pas les mêmes. Puisque les régimes, là on est en régime continu, là on est en régime alternatif, mais les effets fatalement ne sont pas les mêmes. Les réponses ne seront pas les mêmes, fatalement. Hein, vous mettez un signal d'entrée, ben, en signal de sortie, vous n'aurez pas la même réponse hein, si vous changez de régime. Hein. Les régimes ne sont pas les mêmes. Les signaux à la base, à l'entrée, ne sont pas les mêmes. Fatalement, en sortie, vous n'aurez pas la même chose. Hein, fatalement. Donc les réponses ne seront pas les mêmes. Déjà ici, en courant continu, c'est polarisé. On a du plus-moins. Alors qu'ici, en courant alternatif, on a un système changeant. Il va de plus-moins, plus-moins, plus-moins. Vous imaginez, bon, ça veut dire que le courant, il s'inverse, hop, il s'inverse. Plus, du plus au moins, moins, plus, plus, moins. Voilà, bon. Alors que là-bas, il est polarisé, il va que dans un seul sens. Donc là on comprend qu'il y a des conventions de signes. Convention générateur, convention récepteur. Ben ici, bon, on va adopter une convention, mais je veux dire, voilà, comme le courant est changeant, ben on adopte une convention, mais en fait, le courant est quand même changeant. Donc, c'est difficile. Vous adoptez un courant qui va aller dans un sens, mais alors le courant, en fait, il va pas aller dans ce sens-là, il va aller dans il va aller dans tous les sens. Voilà, mais à un moment donné, il faut faire une photographie, de se dire, bon, j'ai quand même adopté un sens du courant en alternatif. Voilà. On pourra parler de certaines choses, faudra faire une photographie, de je vais prendre par convention que le courant il est entrant ici, par là il est sortant, voilà, via une photographie, voilà. Mais en courant continu, la polarité est fondamentale, hein, je veux dire, si vous ne mettez pas de polarité, vous risquez d'avoir des courants qui ne sont pas bons au niveau du calcul, au niveau du sens, etc., etc. Par contre, si on ne peut pas parler de sens, le courant est changeant. Le courant est changeant. Bon, alors ici, normalement, la résistance, on peut l'adopter comme ceci en continu. Ça, c'est une résistance. Bon, ça, c'est l'ancienne convention de résistance. Je peux mettre ceci comme je peux mettre une convention de résistance. Mais ça, c'était anciennement, vraiment anciennement. On avait des créneaux comme ça pour les résistances. Bon, c'était très ancien, ça. Voilà. Donc, il ne reste plus que ces deux-ci. Ça reste de l'ancien aussi. On peut avoir des résistances qui sont mises sous forme d'un rectangle, qui sont plus faciles à dessiner que je veux dire, des espèces voilà, comment on appelle, des lignes brisées comme ceci. Voilà. Donc en continu, je peux mettre des résistances qui sont comme ceci. Il n'y a aucun amalgame. Aucun amalgame possible. Une confusion qu'il peut y avoir entre le symbole là et le symbole là. Par contre, là maintenant, en alternatif, attention, si vous mettez un rectangle, le rectangle c'est pour l'impédance. Là, je veux dire, vous ne pouvez pas mettre je veux dire, un rectangle pour la résistance. Pourquoi? Parce que l'impédance, c'est un rectangle. Et l'impédance, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une association de résistance, condensateur et self. Voilà. Donc, il comprend la résistance, le condensateur et self. Donc voilà, ici, si vous pouvez mettre une résistance en continu, en rectangle ou en ligne brisée, résistance ligne brisée pour l'alternative, mais rectangle, c'est pour les impédances. Voilà, Z. Bon, les unités de résistance, R, c'est en ohm. Voilà. Et Z, c'est aussi en ohm, parce que c'est une impédance en courant alternatif. Voilà. R, c'est une résistance en courant continu, et Z, c'est une résistance en courant alternatif. Bon, alors maintenant, ce qu'il faut savoir, quelques petits trucs. C'est que les impédances, on retrouve des résistances en série, en parallèle, etc. Et tout se réduit à un montage série, à une résistance équivalente. Voilà. Mais ça, c'est en continu. Voilà. R1, R2, R3. Voilà, on a trois résistances, j'ai deux qui sont en parallèle, je les réduis à une seule.
et puis j'attaque la résistance équivalente 1, qui est la résistance en parallèle R1, R2, R1, R2, hein, que je mets en série avec R3. Et là, je calcule ces deux-ci pour avoir une résistance équivalente totale. Voilà. Eh bien, il en est de même pour les impédances. Si j'ai une impédance Z1 ici, ben, on peut faire des associations circuit mixte, circuit parallèle, circuit triangle, étoile, triangle, ce qu'on veut. Tout ce qu'on sait faire avec les résistances en continu, on sait le faire avec les impédances. Donc, il n'y a pas de problème, on peut faire des associations d'impédances. Donc, on peut avoir Z1, Z2 ici sont en parallèle, va me donner Z2, enfin Z équivalent 1, qui est en série avec Z3 dans ce cas-ci. Et donc, les deux là vont me donner un Z équivalent. Voilà. Donc ici, vous voyez bien que le montage de résistance en continu, hein, il y a plusieurs types de montage, hein, circuit série, parallèle, étoile, triangle, on peut passer de l'étoile au triangle, de triangle à l'étoile, suivant le montage qu'on a pour simplifier. Voilà, pour retomber sur un circuit mixte, pour retomber sur résistance en série, résistance en parallèle, et faire les calculs. Tout dépendra, je veux dire, le montage que l'on a en présence. Et comment adopter l'attaque pour pouvoir le réduire au maximum de manière la plus simple possible. Ah, donc, si on a du triangle, on va passer à l'étoile. Si on s'est simplifié en étoile et ça permet de faire des calculs pour avoir des résistances, de nouvelles résistances qui se remettent en parallèle, on va calculer, je veux dire, un passage d'étoile vers du triangle vers l'étoile. Ou inversement, si le triangle peut nous aider, à partir d'un montage fait en étoile, on repasse en triangle pour avoir repassé par un montage parallèle qui lui serait associé, voilà, et simplifier les choses pour pouvoir calculer facilement, aisément, et retrouver, je veux dire, une simplification pour redescendre vers une résistance équivalente en continu, mais c'est la même chose avec les impédances. Le calcul avec les impédances se fait de la même manière que les résistances en courant continu. Donc les impédances en courant alternatif, ben, je veux dire, les montages peuvent se simplifier en Z équivalent. Voilà, et ça, j'ai fait des vidéos sur ça. Hein. J'ai fait des vidéos, hein, comment passer d'un montage série d'impédance en alternatif, en série, vers un Z équivalent. Comment passer d'un montage avec des Z parallèles en Z équivalent. J'ai mis toutes des formules, donc c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça, vous pouvez aller voir les formules, comment on passe de série parallèle voilà, en circuit mix et comment le simplifier. Circuit mix, c'est un mélange série parallèle et étoile triangle. Enfin, s'il y a de l'étoile et triangle, parce que généralement, l'étoile triangle, on trouve un peu plus rarement. Voilà. Bon, mais qu'est-ce que c'est que cette fameuse euh, euh, impédance? Bon, donc ici, si j'aime bien faire des analogies avec le continu, hein, parce que si vous comprenez déjà le continu, ben, pour passer en alternative, on comprend déjà un peu plus de choses. Voilà, si vous avez une résistance R avec un courant qui passe fourni par un générateur de tension qui serait bon un peu plus loin dans le circuit, ben, la tension U qu'on aurait ici, ce serait quoi? La tension qu'on a aux bornes ici de, par exemple, AB, ben, c'est R fois I. Donc, U égale R fois I. Par contre, ici, si j'ai une impédance, ici, on a dit que c'est rectangulaire, entre un point A et un point B, mais si j'ai un courant de passage ici, ben, la différence de potentiel, ah, vous voyez que j'ai mis ici un sens de courant. Vous voyez je l'ai fait, mais au niveau conventionnel, le courant ici, justement, c'est du courant alternatif, il va aller dans les deux sens. Vous voyez que j'ai pris cette pratique de... je veux dire, c'est cette... j'ai pris cette... comment on appelle ça U ici sera égal à Z fois I. Ah, est-ce que je fais bien? Non, mais je fais pas bien. Hein. Bien sûr que je fais pas bien. Pourquoi? Parce que si c'est U en majuscule, R, bon, on s'en fout, c'est une résistance, c'est toujours en majuscule, et I, ici, il est en majuscule. Courant en majuscule. Voilà. Par contre, ici, le U, c'est le courant alternatif. C'est U de T est égal à Z fois I de T. Voilà. Voilà. Puisque c'est du courant alternatif. Bon, donc ici, est-ce que je vais avoir un sens conventionnel de la tension, comme ici. Ici, si je fais ça, j'ai U égale RI. Par contre, si je fais ça,
ben, on a U égale Razeri. Voilà. Donc ici, c'est fondamental. Je veux dire, le fait je veux dire, le courant est polarisé, c'est d'office. Là, il n'est pas polarisé, il va dans les deux sens. Donc, euh, maintenant, on met un sens du courant pour dire bon, qu'il y a un courant qui passe. Donc, on fait une photo, on dit ouais, il y a un courant qui passe. Bon, le Z, il est majuscule, ouais, d'office. Hein. Enfin, bon, c'est comme la résistance. Un Z, il sera toujours majuscule, c'est pas un problème. Mais la tension U de T qu'on aura ici aux bornes ici, hein, je veux dire, la tension ici sera, dire, déjà, elle n'est pas polarisée. Donc, c'est pour ça que je mets une double flèche comme ça. C'est la tension aux bornes de AB. Ou BA. AB ou BA, on s'en fout. C'est pour ça que j'ai mis une double flèche. Je mets une double flèche. Et le courant, ben, il faut bien que je fasse une photo. À un moment donné, le courant il est positif, négatif, positif. Bon, je décide de le mettre dans ce sens-là. Ben voilà. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens, ça ne change rien du tout. Hein, ça va toujours U de T égale Z fois I, il n'y a pas de polarité là-dessus. Donc, c'est pas comme ici, il y a une polarité. Donc, je dois mettre mes flèches dans le sens indiqué par rapport à mes équations. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, bon, courant alternatif, il est voilà, il est variable. Il passe de plus au moins en plus. Il n'y a rien qui change. Voilà. Voilà, donc ici, la loi d'Ohm, elle est valable aussi bien pour les résistances en continu que pour les impédances en alternatif, en fait. Bon, et alors, ce que je voulais dire, une des choses les plus importantes, c'est que l'impédance, là, c'est quoi exactement? En fait, l'impédance, c'est une résistance plus un élément complexe qui est une réactance. Voilà, c'est une réactance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la résistance. Voilà, elle est en ohm, vous l'aurez compris. Là, on a ce qu'on appelle la réactance. Elle est aussi en ohm, la réactance d'office. Et la somme d'une résistance plus d'une réactance, des ohms plus des ohms, ça donne une impédance. Une impédance qui sont des ohms. Bon, et si j'inverse tout ça, j'ai 1 sur Z, 1 sur R, plus 1 sur, on va dire, on va obtenir un nouveau complexe ici, un nouveau complexe que je vais appeler, voilà, S. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sur Z? C'est Y, c'est l'admittance. Y, je ne sais pas qu'on voit, on voit. Là, on a la conductance et là, on a ce qu'on appelle la susceptance. Bon, l'admittance, c'est en Siemens, parce que c'est l'inverse des ohms. 1 sur R, c'est la conductance, c'est en Siemens, c'est l'inverse des ohms, et donc fatalement, la susceptance, c'est l'inverse de la réactance, ce sont aussi des Siemens. Des Siemens plus des Siemens, ça donne bien des Siemens. Voilà. Et ça, si j'inverse, hein. Si je fais l'inversion. Voilà. Ici, c'est 1 sur X. Voilà. Si j'inverse séparément tout, ben voilà, on a l'admittance qui est 1 sur Z, la conductance qui est 1 sur R, et la susceptance qui est 1 sur X. Donc c'est la susceptance, la conductance c'est G, l'admittance Y. Voilà. Bon, mais maintenant, c'est pas encore ça que je voulais en venir. Pourquoi on a des complexes? Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette réactance? Bon, Z, en fait, c'est une partie réelle. Hein. C'est une résistance qui est une partie réelle. Mais là, on additionne un complexe. Voilà. Pourquoi un complexe? Pourquoi Z est un nombre complexe? Pourquoi il y a une partie imaginaire et une partie réelle, une partie RE et une partie RE de Z, plus une partie imaginaire de Z? Pourquoi? Eh bien, justement, l'astuce est là-dessus. Pour comprendre les impédances, l'astuce elle est là-dessus. En fait, l'impédance caractéristique, c'est une brique. On va dire que c'est une brique. Et avec ces briques, je peux faire plusieurs briques. Et je peux en faire un circuit complexe. Voilà. Mais cette brique-là, elle est constituée de quoi? Ben, elle est constituée d'un élément résistif et d'un élément capacitif qui est oméga L. La réactance J oméga L, c'est la réactance la réactance selfique. Bon, c'est plutôt oméga L. Oméga L, c'est la résistance selfique. Oméga, c'est 2 pi fois la fréquence. Hein. L, voilà, et ça, c'est la réactance selfique. Donc,
J oméga L, voilà, c'est la résistance selfique. Donc, ça veut dire qu'il y a une self. On a une résistance, hein, si je veux, on a une résistance avec une self, voilà, avec un condensateur. Voilà. Et le condensateur, c'est, ici, je vais le faire séparément. Ici, c'est J oméga L plus 1 sur J oméga C. Voilà, voilà, c'est 1 sur J oméga C. Donc, ça veut dire que j'ai ceci. J'ai une self et un condensateur. Voilà, j'ai une self et un condensateur. Donc, la brique que j'appelle impédance, ben, c'est un circuit composé éventuellement d'une résistance toute seule, hein, ou d'une résistance et une self, ou d'une résistance et un condensateur, ou encore d'une self et d'un condensateur, ou encore d'une résistance self-condensateur mise en série. Voilà. Donc, c'est, on va dire, c'est un des éléments là. Soit un élément, deux éléments, trois éléments. Et si je prends un élément, c'est la résistance tout seul, ou la self toute seule, ou la condensateur tout seul. Si je prends deux éléments, c'est soit RL, RC ou LC. Et si j'ai trois éléments, ben c'est RLC. Voilà. Mais toujours en série. Voilà. Et c'est ça la brique. La brique, c'est ça. C'est un des. Donc voilà. Maintenant, supposons qu'il y a que le condensateur et la résistance sont présents, qui sont tous les trois présents, on a ça. La brique, c'est ça. La brique maximale, c'est celle-là, c'est l'impédance. La brique maximale est constituée de trois éléments. Une résistance, une self et un condensateur. Voilà, ça c'est la brique maximale. C'est une brique, mais avec ces briques, je peux faire plusieurs briques pour faire, on va dire, un mur. Bon, c'est-à-dire que avec plusieurs impédances, je peux faire un circuit complexe. Un circuit difficile, on va dire. Parce qu'ici, je vais utiliser les nombres complexes, pas confondre le mot complexe qui veut dire difficile, et les nombres complexes, ils sont les nombres, je veux dire, qui sont qui englobent tous les nombres, qui englobent R, les réels, voilà, les entiers, tout. Voilà, les complexes, ils englobent tous les nombres. Voilà. Donc ici, je peux transformer sous forme de complexe en mettant le J devant. Si je fais fois J sur J, là j'ai fait multiplier fois 1, j'ai fait fois 1. Or faire fois 1, bon, le 1 il est neutre pour la multiplication, c'est comme si j'avais rien fait. Donc J fois J, c'est comme si j'avais rien fait. Bon, c'est une astuce de calcul pour remonter le J si vous voulez, parce que le J il est en bas. Voilà. C'est comme quand on allait des radicaux au dénominateur pour ramener un radical, pour ne plus avoir de radical au dénominateur, mais je multiplie par 1. Je multiplie, c'est un artifice de calcul, je multiplie par 1, ça ne change rien, puisque on multiplie par le neutre, on n'a rien fait. Donc ici, je multiplie par le conjugué lui-même, racine 2 sur racine 2, puisque ça fait 1, c'est comme si j'avais rien fait, et je fais une fois racine 2, ce qui fait racine 2 sur 2, et là, j'ai plus de racine carrée au dénominateur. Voilà. Et ici, je pratique de la même manière avec les complexes. Avec les complexes, je fais une fois J, ça fait J, donc je vais réécrire, ça fait R plus J oméga L, plus une fois J, ça fait J, et J fois J, ça fait J carré, et J carré, dans les complexes, ça fait 1. Donc on sait bien que dans les complexes, J égale moins 1. Hein. Ouais, J égale moins 1, et J carré, non, J égale racine carrée de moins 1, je m'excuse. Pour les complexes, J égale racine carrée de moins 1. Et J carré égale moins 1, c'est le carré de la racine carrée, c'est le racine carré de ton. Donc il reste moins 1. Donc moins 1, donc J fois J, ça fera J carré. J carré, ça fait moins 1. Donc je mets un moins ici. Moins J, moins 1, j'aurai 1 sur oméga C. Voilà. Et ça, c'est l'impédance ici. Et si je rassemble les J ensemble, hein, je sors le J, je mets en évidence, et j'aurai ceci. Voilà. Donc voilà la brique. La brique, c'est R plus J oméga L. X, ça c'est la réactance selfique. Hein, et là, 1 sur oméga C, c'est la réactance capacitive. Voilà. Et que la soustraction des deux, ici, voilà, va donner la réactance tout court. Hein. Voilà. Et on aura X. Enfin, je ne sais pas si on voit, mais je crois pas qu'on voit, mais enfin bref. Voilà, maintenant on le voit. Donc le X, voilà. Mais qu'est-ce que vous pouvez constater? Un élément fondamental à voir, ici dans ce cas-ci, c'est quoi? C'est qu'en fait, la réactance selfique et capacitive dépend de la pulsation. Voilà, ils dépendent tous les deux de la pulsation. Donc ça veut dire que le X qui est égal à le X total qui est égal à XL moins XC, hein, sont dépendants de la fréquence tous les deux, puisque là,
XL vaudra oméga L et X capacitif 1 sur oméga C. Donc il dépend de la fréquence. C'est comme si on avait 2 pi fois la fréquence fois la self auto-induction. Voilà, et là c'est comme si on avait 1 sur 2 pi fois la fréquence fois voilà, l'élément capacitif C. Ouais, l'élément capacitif c'est en farad et l'élément L c'est en Henry. Hein. Voilà. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Alors ici, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le signal à une certaine période, donc c'est-à-dire une certaine fréquence, puisque la période c'est l'inverse de la, voilà. Donc F est égal à 1 sur T. Hein. Voilà. Si j'ai une certaine période, hein, si j'augmente cette période, j'augmente la période, la fréquence diminue. Inversement, si je diminue la période, la fréquence augmente. Si je diminue la période, la fréquence augmente. Voilà. Si je diminue la période, la fréquence va augmenter. Bon. Si j'augmente la fréquence, pour une bobine, la self d'auto-induction c'est une bobine, pour une bobine constante, L égale constante, hein, pour une valeur constante bien déterminée d'une bobine, eh bien si j'augmente la fréquence, mais la réactance XL va augmenter. Voilà. Maintenant, voilà, ça si j'ai augmenté là, la fréquence. Par contre ici, pour l'élément capacitif, si j'augmente la fréquence, si je diminue la période, j'augmente la fréquence, si j'augmente la fréquence ici, XC va diminuer. Voilà. Vous voyez que ça réagit, ça contre-réagit, je veux dire en inverse. Si j'augmente la fréquence ici, la réactance selfique va augmenter d'office. Donc le nombre de ohms de la self va augmenter. Voilà, en courant alternatif. Par contre, pour le condensateur, si j'augmente, si je diminue la période, la fréquence va augmenter. Là, le nombre de ohms de la réactance capacitive, c'est-à-dire la difficulté qu'offre le condensateur au passage du courant, je veux dire, va être plus petite, parce que le nombre de ohms va diminuer. Voilà. Donc ça réagit en inverse. Par contre, maintenant, si j'augmente la période du signal, hein, j'augmente la période du signal, la fréquence va diminuer parce que c'est inversement proportionnel. Si la fréquence diminue, XL diminue, et si je diminue la fréquence ici de la réactance capacitive, ici le XC, la réactance capacitive va diminuer. Voilà. Donc ils vont réagir en inverse. Donc vous voyez que ici il y a des éléments qui vont dépendre de la fréquence. La résistance, non. La résistance ne varie pas en fonction de la fréquence. Voilà. C'est uniquement la réactance selfique et capacitive, c'est uniquement la self et la condensateur qui vont faire en sorte qu'on aura, je veux dire, bien sûr pour un condensateur c'est constant. Hein. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'on va voir, je veux dire, des éléments qui vont dépendre de la fréquence et donc de la période. Voilà. Mais la résistance, non. D'où, qu'est-ce qui va se passer? D'où c'est pour ça qu'on a mis en complexe. Si je revois ici en complexe, on a Z égale R plus J oméga L moins 1 sur C oméga C. Voilà. Donc ça veut dire que si je mets un axe partie réelle et un axe partie imaginaire, partie réelle de l'impédance Z, partie imaginaire de l'impédance Z, bon, le réel, enfin, on a Z égale quoi? Je ne vais pas le mettre ici, je vais le mettre là. Z égale R plus J oméga L moins 1 sur oméga C. Voilà. Donc on a la réactance selfique et la réactance capacitive. Voilà. Voilà. Donc là, ici, il ne dépend pas de la fréquence. Donc si je mets la valeur de la résistance, ça c'est un complexe. Hein. Attention que c'est un complexe. Et si c'est un complexe, normalement, je crois qu'ils mettent une barre en dessous. Ouais, ils mettent une barre en dessous. Imaginaire de cette, voilà, on met une barre en dessous. Je n'aime pas de mettre la barre en dessous parce que s'il faut jouer avec des conjugués, on a des barres au-dessus, parce que le conjugué c'est une barre au-dessus. Voilà, donc voilà, mais bon, pas grave. En espérant qu'on va pas jouer avec des conjugués, je vais mettre une barre en dessous pour dire que c'est un nombre complexe, Z. Voilà, donc Z, si je devais le dessiner sur un axe partie réelle et partie imaginaire, on aurait R, et là on aurait
oméga L fois J. Voilà. Donc, si je n'ai que ça, que j'ai pas de condensateur dans le circuit, j'aurai ceci. Le Z sera comme ça. Voilà. Donc j'aurai une phase positive. Par rapport à l'axe des parties réelles imaginaires, j'aurai une phase positive. Donc j'aurai voilà, une phase positive. Maintenant, prenons le cas où on a R et on a R. Bon, maintenant, je prends le cas où on a R plus moins Z. Ouais, j'ai pris ici, je recommence, hein, pour bien faire comprendre. Supposons que je prenne ceci. Ceci, vous comprendrez, c'est ce que je viens de dessiner. C'est R plus J oméga L. Voilà, voilà. Et ces deux-ci donnent Z. Voilà, donc voilà, on va donner ce Z. Voilà, mais avec une phase positive. Voilà. Maintenant, supposons que je dessine R tout seul. R tout seul, j'aurai ceci. Que vaut la phase, elle est nulle. Bon, il n'y a pas de déphasage que pour une résistance pure. Donc la résistance pure ne crée pas de déphasage. Ce qui va créer des déphasages, c'est la fréquence qui va jouer sur les réactants selfiques et capacitifs. Maintenant, j'ai fait R plus J oméga L. On l'a fait. C'est ceci. Maintenant, on va faire R moins J. On va faire Z égale R moins J 1 sur oméga C. Voilà, si je mets un condensateur et une résistance, si la résistance ne crée pas de déphasage, je mets la self. La self, c'est moins J, enfin un condensateur, pardon, je mets un condensateur, moins J 1 sur oméga C. Voilà. Voilà. Et là, le déphasage, il est négatif. Voilà, on a un déphasage négatif. Là, on a un déphasage positif. Là, un déphasage négatif. Là, on a un déphasage nul, on n'a pas de déphasage. Voilà. Donc, vous voyez que qui dit fréquence dit déphasage. Voilà. Voilà pourquoi on joue avec les nombres complexes. Parce que ça va induire des déphasages, des arguments, des angles d'argument. On aura des amplitudes max, et on aura des déphasages. Ouais. À cause de quoi le déphasage? C'est à cause de la période. Qui dit période dit fréquence. Qui dit fréquence dit période. Non, on a des déphasages. Pourquoi? À cause de la pulsation. Qui dit pulsation dit fréquence. Qui dit fréquence dit période. Bon. Donc, si on change la période, on change la fréquence. Si on change la fréquence, on change la pulsation. Si on change la pulsation, mais je veux dire, la pulsation va induire des déphasages. Parce que la pulsation va jouer sur la grandeur complexe. Et donc, plus la grandeur complexe va être, si elle est petite, on a un petit déphasage négatif pour le cas de la condensateur. Et si on a enfin c'est plutôt le contraire ici, hein. J'avais dit que c'était le contraire. Je vais le faire correctement pour bien le montrer. Si je prends, on va faire avec J oméga L. J'augmente la fréquence. Donc je mets un deuxième signal. Donc j'ai R, là J oméga L, j'augmente la fréquence. Supposons que le premier J oméga L était là. Je suis avec ce complexe-là. Hein. Je suis avec ce complexe-là, R plus J oméga L. Maintenant, j'augmente la fréquence, j'ai un J oméga L qui fait ceci. Voilà. Donc, ça c'est avec la fréquence pulsation, donc avec la fréquence F1, T1, F1, donc oméga 1 L, je suis ici. Voilà, avec oméga 1 L. Voilà, là, j'ai mon complexe qui est là. Voilà. Par contre, ici, mon complexe, si j'augmente la fréquence, mon complexe sera d'autant plus grand en module. En module, le vecteur là est plus grand que ce vecteur là. Donc, fatalement, en module, bon, si j'augmente la fréquence, le module de Z va augmenter. Et donc, le déphasage va augmenter aussi. Hein. On va passer d'un angle Φ1 à un angle Φ2, Φ2 étant plus grand que Φ1. Φ1 c'est pour Z, Φ1 c'est pour Z1 par exemple, et Φ2 pour Z2. Voilà. Et on voit bien que Φ2 est plus grand que Φ1. Donc vous voyez que si j'augmente la fréquence, la réactance capacitive, selfique, pardon, va augmenter, et donc la phase va augmenter. Donc vous voyez qu'il y a un lien direct de pulsation à phase. Hein. Donc de fréquence, puisque la fréquence va être liée à la pulsation, il y a un lien direct de fréquence à pulsation, à phase. Si j'augmente la fréquence pour une réactance selfique, la phase va augmenter. Voilà.
Bon, maintenant, jouons avec une résistance à, un condensateur. Supposons que dans le circuit, l'impédance est constituée la brique, ma brique est constituée d'une résistance et d'une, comment on appelle ça, moins J sur oméga C. Là, si j'augmente la fréquence, hein, la pulsation va augmenter, mais la réactance capacitive, là, elle va diminuer parce que c'est inversement proportionnel à oméga. Donc, supposons qu'ici, j'ai un nombre complexe qui vaut Z, qui est égal à R moins J sur oméga C, avec une phase négative. Hein. Mais si j'augmente la fréquence, XC diminue. Donc, en fait, je vais avoir ceci. Voilà. Et donc, la phase va diminuer. Voilà. Là, qu'est-ce qui va se passer? La phase diminue. Contrairement à tout à l'heure, ici, quand j'augmente la fréquence, ben, la phase augmente. Ici, quand j'augmente la fréquence, la phase diminue. Voilà. Et le module devient plus petit aussi. Hein. Fatalement, le module devient plus petit. Module de Z. Bon, ça c'est encore un cas de figure. Bon, maintenant, je peux faire un cas de figure qui va reprendre... allez, on peut avoir les cas de figure, comme je vous ai expliqué. Ma brique, elle peut être constituée de plusieurs éléments. Je peux avoir R et J oméga L, R moins J oméga C. Z peut être R J oméga L moins 1 sur J oméga C. Voilà, donc ça veut dire que si j'ai pas de résistance du tout, et là j'ai J oméga L, bon, et là, par exemple, moins 1, si j'ai, en norme il est plus grand ici, ben, je vais mettre plus grand ici, hein, moins 1 sur J oméga C, je peux avoir ce cas-là. Voilà, il n'y a pas de résistance, hein, la résistance est nulle. Voilà. Et alors ici, les déphasages, vous aurez compris que les déphasages, il vaut 0. Hein. Les phasages, il vaut 0. Hein. Ouais, parce qu'il est compensé. Ici, on a un déphasage de 90, et là, moins 90, 90 plus 90 moins 90, ben, voilà, on a un déphasage qui est nul. Parce qu'on a une self pure, avec un condensateur pur associé. Bon là, le déphasage est nul, parce qu'il y en a un qui va créer un déphasage de 90, comme il n'y a pas de résistance, il n'y a pas un angle particulier différent de 90. Hein. Voilà, si on avait une résistance, là, on a un angle différent de 90. Voilà, ben, et là, on aura 90 moins 90, ça fait déphasage, il vaudra 0. Parce qu'il y a une compensation en fait. Voilà. Alors maintenant, ici, si je prends, donc on a R, j'ai fait R et J oméga L, R tout seul, R moins J oméga L, donc là j'ai un élément, deux éléments, voilà, donc ce qui fait, et le quatrième cas, c'est, on a les trois éléments complets. Hein. Le Z, si on a les trois éléments, c'est résistance, self et condensateur dans l'impédance, inclus dans l'impédance, mais on aura le tout. Si j'ai Z qui vaut R plus J oméga L moins 1 sur J moins J sur oméga C, voilà. Voilà. Donc à ce moment-là, on a les trois éléments, ben, vous aurez compris que j'aurai la résistance ici, condensateur J oméga L, et par exemple moins 1 sur J oméga C ici. Donc j'aurai ceci, la somme de ça plus ça, ça fait ceci, et puis il faut encore additionner ce vecteur descendant là que je vais remettre ici. Hein. Voilà, celui-ci c'est celui-là, c'est deux vecteurs équivalents. Hein. Alors, je vais mettre encore un peu plus grand jusqu'ici, voilà, et donc on va obtenir le Z qui est là. Le Z il était là, vous voyez, le Z il a monté, il était monté, eh bien, il va redescendre grâce au moins J oméga C. Donc le Z il va redescendre ici, non complexe. Voilà, vous avez un certain déphasage, vous diminuez le déphasage. Donc voilà, pour diminuer le déphasage. Voilà. Maintenant, dernière chose, on va entamer la chose, de terminer ma vidéo. Voilà, donc c'est ça une impédance. Une impédance, qu'est-ce que c'est? Ben,
c'est Z égale R, c'est R plus J oméga L moins 1 sur oméga C. Et en fait, tous les éléments L, C et R ne sont pas obligés d'être présents tous en même temps. Il peut y avoir un élément, deux éléments entre eux, ou trois éléments entre eux, où les trois éléments sont présents. Bon, ils sont pas, voilà. Et c'est ça une impédance. Une impédance, c'est ça. Voilà, c'est ça une impédance. Et on peut les relier entre elles pour avoir, bien sûr, c'est des nombres complexes parce qu'il va y avoir des déphasages, des angles, des normes. Il va y avoir des normes, des angles, voilà. Voilà. Bon, maintenant, comme on est en courant alternatif, il faut mettre un générateur de courant alternatif. On va mettre E de T. Bon, on peut avoir une résistance interne, un petit R, et bien sûr. Et alors, on peut avoir, bien sûr, attaquer sur un circuit avec une impédance équivalente ici. Vous êtes équivalent. Voilà. Et donc là, on peut mesurer quoi? Ben, on peut mesurer une tension. Une tension quoi? Alternative. Bon, avec un voltmètre, on mesurait ce qu'on appelle la tension efficace. Voilà. Vous avez bien vu que j'ai mis un U majuscule. U majuscule, pourquoi? Parce que c'est une constante. La tension efficace, c'est une constante. C'est une tension, on va dire, c'est une tension alternative qui donne, je veux dire, la même composante qu'une tension continue qui provoquerait le même effet Joule qu'au travers de d'une même résistance en fait. Voilà. Voilà. En fait c'est une tension continue. On obtient une tension continue. La tension efficace, on va dire, c'est l'analogue à une tension continue. Voilà. Alors il faut savoir que si j'ai le signal par exemple qui est U de T est égal à U max sinus oméga T plus phi, ben, U max il est maximum. Donc par rapport à U efficace, U max c'est il est plus grand, U max est plus grand, U max est plus grand, donc pour avoir U efficace, c'est U max sur racine 2, voilà. Je dois diviser par racine 2 pour avoir U efficace. Parce que U max est plus grand, hein. Donc U efficace, si je fais U efficace fois racine de 2, ben, j'ai U max. Donc on voit bien que U max est plus grand que U efficace, hein. Parce que si U efficace fois racine 2, racine 2 c'est 1,4. Donc si je fais U efficace fois 1,4, ben, Umax est plus grand. Donc Umax, fatalement, c'est Umax, la tension maximum. Donc ici, je peux écrire soit Umax, ou je peux écrire racine 2 fois U efficace. Voilà. Et ça, ce qu'on mesure ici, ben, on peut mesurer avec un voltmètre et mettre sur tension efficace, on mesure la tension efficace. Voilà. Tout comme ici, je peux mettre un ampèremètre et mesurer le courant efficace. Voilà. Et vous voyez bien que je mets des majuscules. Je mets des majuscules parce que c'est un courant, je veux dire, constant. Là. Il est efficace, c'est constant. C'est une constante. Il est efficace, c'est constant. Voilà. Ça produit le même effet Joule que, bon, que le courant parcourt par une résistance qui produirait le même effet Joule que en continu. Voilà, donc ici, on va mesurer U efficace, et là, I efficace. Et alors, ici, dernière chose avant d'arrêter la vidéo, parce que j'en ai assez dit sur les impédances. Donc, ici, on a la partie réelle de Z, ouais. Et là, la partie imaginaire de Z, d'accord. Mais ici, si je mets un générateur courant alternatif, on a dit que, là je mets Z, l'impédance complexe, s'il est constitué que d'une seule résistance, on n'a pas de déphasage. Donc on a la loi Z égale R fois I, U est égal à R fois I. Z ici, composé que d'une seule résistance, Z fois I. Donc ici je parle en U efficace. Hein. U efficace, U efficace, U efficace. Hein. Voilà. Attention efficace. Pour ne pas parler de signal sinusoïdal, je parle en efficace. Bon. Alors, on sait bien que U efficace c'est R fois I. Bon, donc si je prends le courant RZ comme l'axe des courants, cette fois-ci, je dis que l'axe des courants c'est ceci, et l'axe des tensions c'est ceci. Voilà.
Alors, R fois I, la résistance, si je mets une résistance ici, voilà la résistance, R fois I va me donner U. Donc le U va être là. Comment sont U et I? Je vais retirer ça ici. L'imaginaire de Z là. Si je mets I comme ceci, là j'enlève le U. Comment sont I et U? Bon, en fait, ils sont en phase. Courant et tension sont en phase. Donc pour une résistance, pour courant, U de T et le courant circulant là-dedans, alternatif, hein, ils sont en phase. Ça veut dire que j'aurai U qui est comme ceci, à l'instant T. Voilà, là si je mets U de T, j'aurai ceci, mais ils sont en phase. Donc ça c'est le U de T. Voilà, maintenant en fonction de I de T, courant de I de T, j'aurai ceci. Ils sont en phase en fait. Faut que je dessine correctement parce que ça ne va pas. Il va aller un peu trop vite. Donc, si je mets le U qui fait comme ceci, ça c'est le U. Voilà, U de T, en fonction du temps. Le courant il est en phase. Bon, donc ça veut dire que le courant il va être comme ceci. Alors, ils sont tous les deux en phase. Ils se rencontrent ici à chaque fois aux racines. Voilà, donc on a I de T, et là on aura I de T. Donc ça c'est quand on met une résistance dans le circuit. Si je mets une résistance pure, j'aurai U et I qui sont en phase. Bon, maintenant, si je prends un condensateur pur, donc je prends Z égale J oméga L. Voilà. Bon. Donc on a U égale Z fois I. U égale Z fois I. Donc si supposons que je prenne la partie, ça c'est la partie réelle de Z, hein. La self elle est comment? Supposons que je garde le I ici comme axe des abscisses, hein, I, alors I égale Z fois I, mais la self pure, elle est comme ceci. J oméga L, voilà, fois I, fois la valeur du courant, supposons qu'on a J oméga Li, il est là. Voilà, ça c'est J oméga L fois I. Donc, autant dire que J oméga L fois I, c'est U. Voilà, c'est U. C'est I efficace, voilà, fois J oméga L, I efficace est égal à I efficace. Voilà. Donc, si le I est là, on a décidé que le I était ici par rapport à la résistance. On avait dit que, voilà, l'origine des axes des courants, il est là. Donc ici, la tension, elle est décalée. Ça, c'est la tension, J oméga L fois I, est décalée de pi demi, ou 90 degrés. La tension est 90 degrés en avance par rapport au courant. Donc ça veut dire que si je dessine le signal, la tension, si je mets la tension, voilà, enfin ici je vais mettre je peux le mettre en, non pas en valeur efficace, mais si je mets en temporel, I de T, voilà, I de T, et là c'est U de T, voilà, je vais mettre en temporel. Voilà, et là j'ai U de T. Donc ce qui veut dire que le courant, il est déphasé de pi demi. Donc ici on a 0 pi demi il est là, voilà. Ouais, parce que si on a pi, là on a 2 pi.
C'est-à-dire que ici on a pi demi, c'est la moitié. Donc en fait le signal il va faire comme ceci en fait. Il va passer chaque fois au milieu ici. Pour repasser au milieu ici entre ça et ça, vous allez chercher le milieu. Voilà, vous faites comme ceci. Puis vous allez rechercher de nouveau entre celui et lui et le milieu. Il va passer par le milieu ici. Voilà. Voilà. Là, le courant, on va dire, ça veut dire qu'on a d'abord la tension. Et pourquoi? Parce que si je prends les phases, bon, lui il a déjà parcouru un angle de pi demi, alors que lui là, il est toujours en zéro. Voilà. Donc, c'est juste. Lui, il a déjà démarré. Voilà, il a déjà, en fait, on le voit ici. Hein. Si je prends ce point pi demi, lui, il a déjà parcouru ceci. Voilà. On le voit ici. Lui, il a déjà parcouru ceci, alors que lui, il commence à démarrer. Il démarre de zéro. On voit bien que sa racine, elle est là. Hein. La racine, elle est là. On va faire pi demi. Il va faire pi demi, ce signal U de t. Et quand il a parcouru pi demi, ben, l'autre, il commence à démarrer. Ben, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, la tension est en avance de pi demi sur le courant. Le courant, il commence qu'à démarrer ici. Voilà. Et maintenant, si j'avais fait la self-capacitive toute seule, Z égale moins J sur 1 sur oméga C. Là, à ce moment-là, si je n'ai qu'une impédance comme ceci, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura le I, c'est toujours l'axe comme ceci, I de T. Voilà, I de T. Là, on n'a qu'une self-capacitive moins J sur oméga C. Et donc, si je fais Z, U de T est égal à Z fois I de T, ben on aura Z qui est 1 moins J sur oméga C fois I de T. Voilà. Voilà. Et en module j'aurai ceci hein, pour la tension. Voilà. Ouais. Donc c'est ça. Donc en fait, quand je dis je parle en temporel, ouais, je parle en temporel, mais si vous voulez le module de I de T, ça, à votre avis, c'est qu'est-ce que c'est? Le module de, c'est comme j'avais dit tout à l'heure, hein, le module de I de, le signal, il fait ça. Imax ou I, soit Imax sinus oméga T. Si la phase démarre en 0, voilà, mais on peut avoir I de T est égal à racine 2 fois I efficace sinus oméga T. Voilà. Et le module de ça, ben, vous comprendrez que ce soit Imax ou je peux jouer avec I efficace aussi. Hein, voilà. Donc le module de ceci, ce sera, bon, je peux jouer avec les valeurs efficaces. Hein. Voilà. Donc Z fois I efficace, ça fait U efficace. U efficace. Z fois I efficace, ça fait U efficace. Et là, on a un déphasage de pi demi en arrière. Voilà, pi demi en arrière. Donc le condensateur crée un déphasage. Donc la self crée un déphasage vers l'avant de pi demi, self pure. Et le condensateur crée un déphasage de pi demi en arrière. Voilà. Et la résistance toute seule, ça c'est pour une impédance qui est égale à J oméga L. On a un déphasage de pi demi. Là, on a un déphasage de moins J sur oméga C. Voilà le complexe Z égale R. Là, phi égale 0, phi égale pi demi, et là, phi égale moins pi demi. Moins pi demi. Donc le condensateur il crée un déphasage. Donc si je prends le courant qui est ici, le courant c'est toujours sur l'axe des X. Hein. Le courant I efficace. Hein. Là,
I efficace, voilà, et là, I efficace. Donc la tension U efficace, ben, elle va être par ici, U efficace. Là, elle est en phase, on aura U efficace ici, en phase avec I efficace, et là, on aura U efficace comme ceci, qui est déphasé par rapport à I efficace. C'est un petit peu ça. Bon, j'aurais pu mettre Imax, 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 Imax. Bon, j'aurais dû pas jouer avec le temporel, mais enfin bref, vous avez compris que je dois jouer avec soit les valeurs efficaces ou les valeurs maximales. Hein. Voilà. Et le temporel, à ce moment-là, le temporel, comme on voit, si pour le condensateur, ben, si ça, j'ai le signal U de T, voilà, U de T, mais là, je suis en temporel, hein, temporel, U de T, mais I de T, il va démarrer, je veux dire, pi demi plus loin, ici. Voilà. Voilà. Et là, on voit bien que voilà, si je prends ce point-ci, lui, il monte en pi demi, il va monter, voilà, là c'est pi demi, lui, il monte, voilà, mais lui, il redescend, à ce niveau-là, il redescend, Ça veut dire qu'il a déjà parcouru pi demi pour avoir monté à son maximum. Lui, il attaque son maximum, dire qu'en pi demi, alors que lui, il l'a déjà fait en moins pi demi. Donc voilà, en 0, il a déjà son maximum, alors que lui, il a son maximum en pi demi. Voilà. Donc, ce qui veut dire que qu'est-ce qui est en avance? Mais c'est le courant qui est en avance, I de t sur U de t, de pi demi en avance. Voilà. Mais donc, si le courant est pi demi en avance, c'est que la tension est moins pi demi en retard. Si je démarre ici en 0, voilà, là on est en 0, là on est en pi demi, pi, 3 pi demi. Je suis en 0 en 3 pi demi pour avoir parcouru ceci. 3 pi demi. Là on est en 3 pi demi. Voilà, et là on est en pi demi. Donc là, en 3 pi demi, je monte, puis je descends. Alors, par contre, lui, il monte ici, alors que lui, il est déjà monté. Voilà, il est déjà monté. Voilà, donc c'est bien juste que je dis. On a bien un décalage. Là, on a 3. Là, on a pi demi, pi, 3 pi demi, 4 pi demi, 5 pi demi, et là, 6 pi demi. Okay, voilà. Donc, on a bien pi, 4 pi demi, c'est 2 pi. On a bien pi, 2 pi, et là, on a bien 3 pi. Donc, c'est juste. 3 pi, et on voit bien que lui, si je regarde le signal ici, hein, lui il démarre ici, il monte, alors que lui, il monte ici. Voilà, pour atteindre ici de 4 pi demi à 5 pi demi, ce qui fait la différence pi demi. De là, de 3 pi demi à 4 pi demi, la différence c'est pi demi. Donc ce qui veut dire, voilà, lui, il démarre avant, pi demi en avance, le courant est pi demi en avance. Donc ce qui veut dire que la tension est pi demi en retard. Donc la tension est en retard par rapport à la tension. Et si je parle en fonction de la tension est en retard par rapport au courant de pi demi, donc on aura un décalage de moins pi demi. Voilà, c'est surtout ça. Bon, il y a juste une petite erreur que j'ai faite auparavant, c'est que pour représenter les déphasages, vous me les représentez en temporel. Hein. Mais dans le diagramme des impédances, vous me parlez en courant efficace, hein, tension efficace, ou Imax et Umax. Hein.
Voilà, il faut éviter, je veux dire, de parler de temporel dans un tel diagramme, hein, voilà. Et je mets des majuscules ici, pourquoi? Parce que c'est constant, qu'on est tension constante. Voilà, donc une impédance, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un élément composé soit d'un, deux ou de trois de ces composants, soit R, L, C, donc je peux avoir R tout seul, oméga L tout seul, 1 sur oméga C tout seul, ou encore R oméga L, R 1 sur oméga C, ou encore oméga L et oméga C, ou encore R oméga L et oméga C. Voilà. Et qu'on a des nombres complexes, R est un réel pur, mais que ici la fréquence va créer des déphasages, et que ces déphasages, ben, on les explique grâce aux nombres complexes, parce que dans les nombres complexes, on a des arguments, on a voilà. Là, on aura un module, on aura deux informations ici. On aura, je veux dire, un module, hein, qui va représenter la valeur. Si ils sont représentés tous les deux, L et C ensemble, on aura un module du nombre complexe qui représente les deux éléments-là, et un argument, l'argument qui est l'angle de déphasage à cause de la fréquence. Voilà, donc en fait, on a deux. C'est multiparamétrie ici, hein. C'est multiparamétrie, on va voir un jeu de paramétrage. C'est ça qu'il faut le charme d'électronique, hein. Quand on règle avec la fréquence, ben, il y a beaucoup de changements, hein, des paramètres hein, grâce à ça. Bon, qu'est-ce qui va changer? Ben, on joue sur la fréquence, hein, qu'est-ce qui va prendre de plus d'ampleur? Est-ce que c'est un condensateur ou la self au niveau de la fréquence, hein? Si on a plus ampleur au niveau de la self, ben, on a oméga L qui est plus grand, par exemple, on va dire en valeur que 1 sur oméga C, ben, on a oméga L moins 1 sur oméga C qui est positif. Voilà, et donc on a XL moins XC positif. Et là, on a ce qu'on appelle une réactance, on va dire, à dominance selfique. Dominance selfique. Voilà. Donc on a une réactance à dominance selfique. Contrairement à ceci, si on a oméga L plus petit que 1 sur oméga C, on a ceci qui est négatif. Oui, il est négatif. Donc X est négatif. Donc si on a la réactance qui est négative, strictement négatif, on a une prédominance à, comment est-ce qu'on appelle ça, réactance à prédominance capacitive. Si maintenant on a oméga L égale oméga C, qu'est-ce qu'on a? Ben là, on a ceci, hein, et donc on a un équilibre entre la réactance selfique et capacitive qui vont s'annuler d'ailleurs, hein, leurs effets vont s'annuler, hein, aussi bien au niveau des déphasages, et donc là, à ce moment si ça s'annule, hein, parce que oméga L est égal à 1 sur oméga C, ben, ça veut dire que ceci, ça fait 0. Hein. Donc on n'a plus d'effet, je veux dire, de réactance dépendant de la fréquence. Hein. Donc on n'aura plus, X sera plus dépendant de la fréquence. On n'aura plus une réactance, on aura X égale 0. X égale 0. Hein. Voilà, on aura la réactance qui est nulle. Parce qu'ils se contrecarrent entre eux, donc la fréquence ne jouera plus de rôle là-dessus, on n'aura plus qu'une résistance. Voilà. Z sera ramené à une résistance, bien qu'on ait un condensateur, une self, ils s'annihilent, leurs effets s'annihilent pour ne donner qu'un effet résistif. Donc on n'aura plus l'effet résistif, bon, il n'y a pas la fréquence ne joue pas sur l'effet résistif, elle ne joue que sur le condensateur et la self. Et donc, fréquence va amener variation de pulsation et va ramener des déphasages, et donc on exprime tout ça grâce au nombre complexe. Voilà. Parce que dans les nombres complexes, justement, ça permet de parler d'arguments et de modules. Et justement, là, on a un module et en plus, on a un argument parce qu'on a des déphasages d'ordre. Et pourquoi des déphasages d'ordre? Mais ce sont des déphasages entre les signaux qui vont apparaître entre le courant et tension. Entre courant et tension, on va avoir des déphasages. Donc les signaux peuvent à un moment donné, je veux dire, se déphaser beaucoup ou peu en fonction de réglage de la fréquence qu'on veut manipuler pour gérer, je veux dire, ce déphasage. Voilà. Voilà. Et ça, je reverrai tout ça dans des circuits spécifiques appropriés, hein, d'impédance. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une impédance? Mais c'est une brique. C'est une brique qui affectionne en fait beaucoup de briques pour faire le circuit de radioélectricité, de régulation, des briques. Donc on fait beaucoup de choses avec les impédances, on fait beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est en régime alternatif. C'est en usage en régime alternatif. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire bon, là-dessus. Si je dois rajouter des choses, de toute façon, je reverrai des exercices sur le circuit d'impédance. Voilà, je vous remercie beaucoup.